Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Djimoré, bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir aux auditeurs de Canal K, auditeurs de la diaspora. Une fois encore, bonsoir à vous. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. C'est avec plaisir. Je me prête à cet exercice pour une énième fois. Emmanuel Macron, jeune de 39 ans élu président de la France, a été officiellement installé dimanche dernier dans son fauteuil présidentiel. Le nouveau président français va-t-il pratiquer une politique africaine de la France loin des réseaux de connivence, comme il le dit, est menée sur le continent, une politique cohérente qui respecte la volonté des peuples? C'était là une inquiétude de notre compatriote doyen Kodjo Epou. Alors, quelle est votre réaction là-dessus? La question de la politique du jeune nouveau président français, Emmanuel Macron, par rapport à l'Afrique, est une question d'actualité, c'est vrai. Mais d'une manière ramassée, je voudrais dire que nous, Togolais, nous, Africains, devons rien attendre de la politique de Macron par rapport à l'Afrique en termes de positivité. Qui arrêtera la France-Afrique si ce n'est que les Africains eux-mêmes? Attendre que la France, qui vit de ce réseau France-Afrique, l'anéantisse, c'est se leurrer, c'est être naïf. Donc, ne rien attendre de Emmanuel Macron. Nous, Africains, nous, Togolais, nous devons nous battre, nous retrousser les manches pour faire renaître notre pays, le Togo, faire renaître l'Afrique, en mettant fin à l'existence des régimes totalitaires qui incarnent ce réseau France-Afrique et qui alimentent la France. Voilà la position du FPD. Eh bien, Djimoré, toujours parlant de cette élection de Emmanuel Macron, jeune de 39 ans, en France, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition togolaise, a déclaré ne pas attendre grand-chose d'Emmanuel Macron. Et selon lui, les Togolais et les Africains doivent travailler eux-mêmes pour des élections libres, équitables et transparentes. Il affirme que les Africains doivent se prendre en charge. Alors, Djimoré, que vous inspire cette déclaration de Jean-Pierre Fabre? Est-ce la leçon tirée des diverses déceptions dues au comportement de la communauté internationale et de la France en particulier qui semble cautionner la dictature de Gnassingbé? Monsieur Amos, chers auditeurs de la diaspora, laissez tomber des concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre pays. Notre pays est une dictature. Quand on aura mis fin à la dictature du clan de l'oligarchie militaro-clanique, on fera de la vraie démocratie et de la vraie opposition. Et c'est en ce temps-là que des concepts comme chef de file de l'opposition auront leur place. Mais au jour d'aujourd'hui, laissez tomber ces concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité. Dire que les Africains et les Togolais en particulier doivent se battre pour des élections transparentes, à l'image de la France, c'est se tromper également. La France ne demeure pas une dictature pour avoir des élections correctes. La France est une grande démocratie, dont l'origine remonte à la révolution de 1789. Je suis un historien, chers auditeurs. Le Togo n'a pas encore réussi sa révolution pour mettre en place une démocratie et parler des élections libres. Je ne conçois pas comment est-ce qu'on peut se battre et avoir des élections crédibles dans une dictature comme celle que nous avons au Togo, la plus vieille du continent noir. Et donc, ne nous leurrons pas. Battons-nous d'abord pour la fin du système en place. Organisons une transition et on aura des élections libres et crédibles. Pas espérer le contraire. Des élections crédibles dans un système dictatorial, c'est le monde à l'envers. Voilà le point de vue du président du FPD, Djimoré, par rapport à cette problématique. Pensez-vous vraiment qu'avec cette élection du jeune président français, les forces du changement africain, notamment togolaises, parviendront à s'émanciper en marge de la géopolitique et des réseaux internationaux? Chers compatriotes, Amos,
chers compatriotes togolais, au sein de la diaspora. Et par rapport à la question selon laquelle des forces politiques, au Togo en particulier et en Afrique en général, peuvent-elles s'émanciper par rapport également aux réseaux qui tiennent l'élite politique, je voudrais vous dire que cette émancipation proviendra de nouvelles têtes courageuses, comme le furent nos prédécesseurs, à l'instar de Sylvanus Olympio, à l'instar de Mandela, à l'instar de Patrice Lumumba, à l'instar de Sékou Touré, à l'instar même de jeune Thomas Sankara. Ce sont ces figures qui pourront mettre fin, donc la renaissance de ces personnalités, l'incarnation de ces personnalités au sein de la présente génération pourra nous amener à rompre définitivement avec ces réseaux. Mais nos aînés qui se sont déjà embourbés dans ces réseaux mafieux, que ce soit au sein de l'opposition ou au sein du pouvoir, ils se retrouvent au sein des loges pour tromper la vigilance du bas peuple. Il appartient aux nouvelles têtes, comme celle de Djima Oré, pour incarner la vraie rupture par rapport au réseau mafieux. Je vous remercie en ce temps précis. Eh bien, Djima Oré, aujourd'hui, il y a beaucoup d'observateurs et analystes politiques, notamment africains, qui saluent l'élection du jeune président français. Et au Togo, le constat est amer. Les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. On les voit rarement émerger dans des partis politiques, surtout au sein de l'opposition. Alors, Djima Oré, comment expliquez-vous ce phénomène? La question de l'émergence politique des jeunes au Togo se pose. Elle est pertinente, surtout au sein de l'opposition. Le problème fondamental, c'est le poids de la gérontocratie au sein de cette opposition. Il s'agit des aînés qui ne veulent pas vraiment passer le témoin au sein de leur formation politique. Ils pensent qu'ils doivent y rester jusqu'à l'accession au pouvoir. Raison pour laquelle même ils ont réussi malheureusement à se neutraliser tous, ces aînés. Et ils ont embrigadé les têtes qui pouvaient émerger au sein de leur formation. Moi, Djima Oré, UFC, dès le départ est devenu aujourd'hui FPD, je suis un exemple de jeunes qui voudraient émerger, on voulait à tout prix étouffer. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à émerger aujourd'hui. Deuxième raison, c'est que les jeunes eux-mêmes ne sont pas suffisamment courageux. Le manque de courage. On croit que en s'engageant en politique, il faut avoir des gains immédiats. Et on n'arrive pas à être endurant. Le manque d'endurance fait que les jeunes faiblissent. Troisième raison, la plupart des jeunes ne sont pas informés, n'ont pas la vraie information. La politique, c'est l'information. Ils ne vont pas vers l'information pour être téméraires. Mais je crois que ça va arriver. C'est le début du commencement. Djima Oré, je suis âgé de 41 ans. J'ai fait mes preuves. Je continue. Par la grâce de Dieu, on verra un exemple d'émergence de jeunes au sein de l'opposition togolaise. C'est pourquoi je refuse d'ailleurs de m'aligner pour m'aligner. Il faut défendre une idée claire qui va sauver notre pays. Voilà ce que je tiens à dire en ce qui concerne l'émergence politique des jeunes au Togo. Eh bien, parlons un peu d'actualité politique, sociopolitique au Togo. Nos confrères du quotidien Liberté titraient à la une de leur parution de cette semaine, je cite, dépenses inconséquentes au sommet de l'État. Plus de 95 milliards de francs CFA de matériel de sécurité payés en 2013 par le Togo à l'Israël. Djima Oré, les économistes togolais tirent la sonnette d'alarme sur l'endettement du Togo qui atteint 80%. Alors pensez-vous que ces matériels de sécurité constituent
un abus de dépenses, comme le commentent nos confrères du quotidien Liberté. Oui, chers auditeurs, abus de confiance, je dis abus de dépenses plutôt, dans le domaine de l'État ou au sommet de l'État. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que notre pays, le taux de pauvreté est très élevé. Plus de 60% des Togolais vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Plus de 45% le taux de chômage. Pourquoi? C'est à cause du gaspillage des ressources du pays par le clan au pouvoir. Vous savez qu'ils ont tout embrigadé. Pour justifier dépenses de 13 milliards comme excès budgétaire par rapport au sommet de la sécurité maritime, ils ont inventé qu'ils avaient acheté 3 hélicoptères. Alors que ces hélicoptères n'ont pas été achetés, ne sont nulle part. Et le domaine de l'armée des forces de sécurité, ce qu'ils engloutissent là-bas comme argent et comme voie de détournement, c'est ça. Ce n'est pas qu'ils engloutissent pour justement équiper notre armée, mais c'est la voie de détournement, l'une des voies. Vous savez, aujourd'hui, toutes les sociétés d'État de notre pays sont au rouge parce que les fonds générés par ces sociétés d'État sont directement gérés par l'équipe au pouvoir, c'est-à-dire Ford. Quand Ford lui-même parle de surfacturation, je crois que c'est en 2012 ou 2013, il parle d'une minorité. C'est lui-même le patron de cette minorité qui détruit, qui pille le pays. Donc c'est très clair. La gouvernance économique est chaotique et le Togo, dans l'espace de la CEDEAO, est le pays le plus endetté. Le pourcentage normal est dépassé. Et le Togo est à près de 80% aujourd'hui de son PIB comme endettement. Or, cet endettement ne sert pas à développer le pays, ne sert pas à réduire le taux de pauvreté. Chers compatriotes, levons-nous pour mettre fin à l'existence de ce régime totalitaire de Gnassingbé. C'est la seule solution, sinon c'est suffisamment grave. Eh bien, merci pour votre réaction très pertinente, Djimoré. Revenons au sujet du rôle de la communauté internationale. Nicolas Belanga Martinez avait annoncé son départ du Togo. Ce éminent représentant de l'Union européenne au Togo avait eu, il y a quelques mois, un souci avec le gouvernement qui parle d'ingérence dans les affaires de l'État selon les propres termes du gouvernement. Alors, face à cette accusation, les Togolais s'interrogent, Djimoré. La communauté internationale a-t-elle oublié ses engagements au Togo? Et que retenir du départ de Belanga Martinez du Togo? Chers auditeurs, chers compatriotes, je crois que la question du diplomate de l'Union européenne qui doit quitter le Togo parce que ils ont des quiproquos par rapport entre lui et le gouvernement togolais, ce n'est pas l'unique fait. Ce n'est pas l'unique fait. Et moi, au niveau du RPD, nous nous interrogeons sur le rôle réel de la communauté internationale au Togo. Parce que cette communauté internationale ferme les yeux sur tout. Mais quand il y a quelques diplomates qui voudraient réellement travailler pour aider le peuple togolais, ces diplomates sont virés, mais à cause des intérêts des puissances que ces diplomates représentent, leurs puissances ne réagissent pas. Voilà. L'Union européenne aujourd'hui s'est alignée sur la position de la France par rapport au Togo. L'Allemagne s'est alignée. Les États-Unis se sont alignés parce que chaque puissance trouve son intérêt au Togo. Les détournements, les multinationales de l'Occident, ce sont ces sociétés qui pillent le pays. Alors, dans ces conditions, tout diplomate qui voudrait justement dire la vérité est mal vu, et puis donc son départ ne symbolise que le totalitarisme. Alors, vous savez, il y a deux formes de dictature. Il y a des dictatures nationalistes, celle de Kadhafi par exemple, ça c'est une dictature nationaliste qui voudrait l'intérêt des Libyens. Mais il y a des dictatures extraverties. C'est la dictature du clan de Gnassingbé qui se met en connivence avec les multinationales des puissances pour piller le pays.
Dans ces conditions, les puissances protègent leurs intérêts avec le régime. C'est pourquoi le rôle des puissances, surtout de l'Occident, les Chinois aussi maintenant sont à nos portes, les Indiens, le rôle de ces puissances est totalement néfaste, nuisible pour le peuple togolais. Il n'appartient qu'au peuple togolais à se lever pour se doter d'un régime légitime et là, tout sera clair. Voilà, chers auditeurs, merci par rapport à cette problématique. Eh bien, Djimoré, parlons de ces réformes politiques au Togo qui interpellent beaucoup de Togolais et suspendues depuis le 5 août 2016. Les discussions sur les réformes politiques ont repris jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Il est à rappeler à nos auditeurs panafricains, surtout de la diaspora togolaise, que 10 partis politiques ont interpellé le président de l'Assemblée nationale sur l'opération de ces réformes. Mais la question de consensus refait surface au cours des débats entre les députés à l'Assemblée nationale. Alors, Djimoré, y a-t-il un espoir pour l'opération de ces réformes politiques, puisque vous-même, vous êtes député à l'Assemblée nationale? La question des réformes au Togo est une question fondamentale qui doit définir l'avenir de notre pays. Alors, est-ce que vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, la manière dont les choses sont menées, Faure a mis en place Ashkrun, disant que c'est Ashkrun qui va organiser le projet des réformes. Et puis après, il met en place une commission, soi-disant commission des intellectuels, pour organiser les réformes. En même temps, une partie de l'opposition dépose une proposition de modification de la Constitution à l'Assemblée nationale. Et vous croyez que c'est dans ce chemin d'impasse, de cacophonie, que les réformes idoines doivent-elles opérer? Attendre quoi de cette action à l'Assemblée nationale? Et rien. Dans un premier temps, c'est clair que les députés de UNI, plus les deux de Gilles Christ, ce ne sont pas des députés libres. Ils ne travaillent pas par rapport à leur liberté de conscience. C'est des députés esclaves. C'est des députés qui agissent juste sur l'institution du sommet de l'État. Et donc, ils ne sont pas là pour réfléchir par rapport à l'intérêt général. Donc c'est très clair que ça ne va pas marcher là. Et à n'importe quel niveau aussi, ça ne marchera pas. C'est pourquoi le RPD dit, allons à une constituante pour mettre fin à tout, doter notre pays d'une nouvelle constitution débouchée sur la 5e République. Voilà l'option réelle. C'est pourquoi, chers compatriotes de la diaspora, mobilisez-vous pour qu'ensemble, nous puissions mener la révolution appropriée et doter notre pays d'une nouvelle constitution qui va régler tous les problèmes des réformes. Sinon, s'amuser à croire que ce qui se fait ici et là, avec ces errements, on aura quelque chose de significatif, c'est faux. Il n'y a rien à espérer. La vérité, elle est réelle. Il faut affronter la réalité. Et cette réalité, c'est de nous mobiliser pour mettre fin à l'existence de ce régime, organiser une transition, et c'est une constituante qui va régler les problèmes des réformes. Voilà la position du EPD et nous tenons à la marteler à chaque instant. Djimoré, on va terminer cet entretien par deux sujets relatifs au mandat social de Faure Gnassingbé. Vous avez dit dans l'un de vos entretiens ici, dans cette émission Phénomène sur l'Afrique sur Radio Canal K, vous avez parlé de ce phénomène de clivage nord-sud et vous disiez que la majorité des Togolais occupant les fonctions dans l'administration publique et l'armée sont des cabiais. Alors, comment expliquez-vous la pauvreté généralisée dans le Grand Nord du Togo? La question de la pauvreté dans l'extrême nord du pays, vous savez souvent, chers auditeurs, souvent les résultats ou les publications des rapports des institutions internationales sur l'état de la pauvreté au Togo, c'est les 3 régions du Grand Nord qui se suivent en termes de chiffres alarmants, de pourcentages alarmants. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que ceux qui sont au pouvoir, c'est des cyniques, c'est des méchants, c'est des criminels. Ils ne pillent pas le pays pour développer la zone
de leur milieu respectif. Je vais vous donner un exemple. Prenez la préfecture de la Bina. C'est une petite préfecture qui ne fait même pas un canton dans l'Est mono. Mais combien de hauts cadres de cette préfecture ne sont pas placés au sommet de l'État? Que ce soit au sein de l'armée, que ce soit au sein de l'administration générale, ils sont nombreux pour cette préfecture. Mais allez voir la pauvreté ambiante dans la Bina. Donc, ce ne sont pas des constructeurs de la cité, ce sont des destructeurs de la cité que nous n'arrivons pas à renvoyer pour mener une vie normale. Voilà, donc mandat social, ça n'a aucun sens. Mandat social n'a aucun sens. Faure n'a rien reçu sur le plan politique, il n'a rien reçu sur le plan économique, et pour parler de mandat social. Donc la gouvernance de Faure, en résumé, est une gouvernance chaotique. Ce monsieur n'a pas sa place là-bas. Il devra dégager en principe pour qu'on puisse construire ce pays. Oui, eh bien, Djimoré, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Et votre parti s'intéresse aux problèmes fonciers avec l'appropriation des terres par les halogènes en pays Tim, Ifeya, Bosso. Alors, Djimoré, décrivez-nous brièvement comment se présente la situation et que fait concrètement le FPD pour venir en aide à ces populations. Et justement, en dehors des dénonciations, que fait concrètement le FPD pour mettre fin à cet état de choses? Monsieur Amos et chers auditeurs, la bombe à retardement, c'est la question du foncier au Togo. Comme vous le savez, de tous les groupes ethniques que nous avons au Togo, il n'y a qu'un seul groupe, c'est le groupe ethnique Kabyé, qui se réclame propriétaire terrien dans les autres régions. Ils se sont accaparés de Sotobois en pays Tem, ils se sont accaparés de Blita en pays Adélé, Agnagan, ils se sont accaparés de Lamou en pays Akoso, Wawa. Ce n'est pas en pays élevé que ça manque. Vous allez dans Pelé, vous vous rappelez le problème de Boyé pendant les années de 93. Et dans l'Est Mono, en pays fait, Est Mono, Agné, Atapamé. Parce que tout simplement, ils comptent sur le pouvoir militaire qu'ils ont entre les mains pour créer de la domination. C'est sous forme d'apartheid. C'est de l'envahissement. Comment utiliser le pouvoir public pour faire envahir les autres groupes ethniques par le seul groupe Kabyé? Et ça ne peut que conduire au génocide. Pour arrêter cela, le plus tôt possible, c'est d'aller à une transition. Le RPD se bat. Je suis aux côtés de nos populations. Et très tôt, vous verrez, ça ne va pas durer, l'action des populations pour se libérer du joug de la dictature des Togolais, du régime Gnassingbé au Togo. Et je donne un exemple précis. Le 15 mai dernier, le colonel Bitenoué a organisé une réunion au bureau de la préfecture à Est-Mono. Une réunion au cours de laquelle il dit aux dignitaires et chefs de l'ethnie Ifé qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils ne se sentent plus seulement propriétaires de leurs terres, mais les Kabyé aussi en sont au même titre qu'eux. Alors, au nom de quelle loi? Comment un colonel va aller jusqu'à ce niveau? Et aujourd'hui, la tension est vive. Les Ifé ne peuvent pas accepter cela. Voilà un exemple concret d'appropriation des terres. On leur a donné des terres pour juste cultiver et pas manger. Maintenant, ils sont aujourd'hui devenus des propriétaires et en vendent. Vous allez au-delà de la rivière Agné, il y a une localité là-bas, on dit Kablé Kopé. Ça n'a pas été vendu au Kabyé, mais aujourd'hui, ils se réclament propriétaires et vendent des terrains à ce niveau. Ça, c'est une bombe à retardement. Et ça ne se limite pas seulement dans les plateaux. Je crois que dans la région maritime aussi, c'est déjà une réalité. Voilà un point précis et qui explique notre engagement rapide à aller à une transition pour régler ces problèmes ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Djimon Oré, président du FPD, Front Patriotique pour la démocratie. Vous nous avez accompagnés en ligne depuis Lomé. Merci, très bon week-end depuis Lomé. Bonsoir.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.